Eh bien, bonjour à tous. Me voici dans la dernière ligne droite de mon séjour sur Auroville et l'Inde, puisque je rentre très très bientôt en France. Voilà, là je vous propose une petite dernière émission d'Auroville. Et je suis pour cette émission en compagnie de Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour à tout le monde. Fabrice, il est aurovillien. Tu habites Auroville depuis combien d'années? J'entame la 14e année. 14 ans, ok. Qu'est-ce qui fait que, alors on parlera un petit peu de ton job ici, de ta pratique, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a 14 ans, tu as eu cet élan pour venir t'installer ici? Comment ça s'est passé? En fait, ça a commencé en 1986. Il y a une personne qui m'a parlé d'Auroville, qui était une disciple de mère. Ça m'a mis une petite graine dans la tête, et puis avec une certaine joie intérieure quand elle m'a parlé de ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Et puis finalement, il s'est passé beaucoup de temps. Et je suis venu en Inde beaucoup plus tard, en 2004. Et donc, tu as eu un coup de cœur? Comment ça... Eh bien, en fait, j'étais avec un ami que je connais depuis très longtemps. Et on jouait tous les deux dans la piscine, là où j'habitais avant. Et puis, je lui dis, ça va, tu te sens bien, tout ça? Il me dit, bah, j'ai hâte de retourner à Auroville. Alors, comme c'est quelqu'un qui est comme un frère, j'étais un peu interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre que... Bon, il n'y a pas que l'aspect matériel qui peut retenir quelqu'un, mais bon, le fait qu'on soit ensemble comme des frères, c'était quand même assez intense. Et le fait qu'il me dise qu'il avait hâte de retourner à Auroville, ça m'a quand même... je me suis dit, tiens, bon. Alors, j'ai dit, bon, bah, ça va, je vais venir. Et puis finalement, quelques mois après, j'avais réservé un ticket et je suis donc arrivé en Inde. Alors, il m'avait pris ce qu'on appelle ici un token pour le darshan de mer, qui correspondait à l'anniversaire de mer, le 21 février. Et je suis allé à ce darshan. Alors évidemment, c'est la première fois que je venais en Inde, et puis la première fois que j'assistais à un darshan. Alors, il y a énormément de monde. Les gens sont tous serrés les uns contre les autres. On attend dans la rue sur des tapis pendant des heures avant de passer. Et puis, une chose qui est assez, pour moi, difficile comment dirais-je, à concevoir, c'est cette espèce de promiscuité. Les Indiens, ils aiment se toucher. Et moi, j'étais un petit peu, comment dirais-je, exaspéré du fait que sans arrêt, et donc je rentre dans l'ashram, sans savoir où j'allais, évidemment, et un petit peu énervé, quoi, on va dire. Et puis, quand je suis passé sous la chambre de mer, alors bien sûr, je ne savais pas que c'était la chambre de mer, hein, c'est plus tard que je l'ai su. D'un seul coup, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Il y a eu une descente que je ne saurais pas expliquer avec les mots. C'est difficile d'expliquer ce genre d'expérience. Et quelque chose est descendu sur moi et ça me remplissait comme si j'étais un gros ballon, comme une montgolfière où ça ne cessait pas de remplir. Et je me suis mis à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Alors évidemment, il y a mon ego qui souffrait un peu parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à pleurer comme ça là. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Enfin, j'avais une petite idée quand même parce que je ne suis pas complètement innocent. Mais c'était une expérience assez extraordinaire. Donc j'ai continué le petit chemin, on est allé dans la chambre de mer, tout ça. Et puis ensuite, eh ben, je suis rentré chez mon ami, chez qui j'habitais pendant mon séjour. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire deux mots sur mère, c'est qui? Alors mère, c'est dur de définir qui est mère parce que c'est tellement un vaste sujet. Disons que mère, c'est... Je ne sais pas si je dois dire ça parce que je ne sais pas comment ça peut être pris. C'est l'incarnation de la mère universelle. Donc évidemment, elle est née à Paris. Depuis toute petite, elle avait des visions, elle avait des choses assez incroyables.
Et puis elle s'est mariée, elle était peintre, hein, et elle s'est mariée, elle a même eu des enfants, tout ça. Et puis après, elle a décidé de venir à Pondichéry. Elle a rencontré Shrobindo. Donc je ne vais pas donner les dates parce que je ne suis pas historien, je ne connais pas les dates exactes. Et puis après, elle a commencé à faire le yoga de Shrobindo, puisque Shrobindo, lui, avait besoin de se retirer, il avait un certain travail à faire. Et pendant ce temps-là, Mère faisait le yoga. Voilà. Donc elle est devenue la compagne spirituelle de Sri Aurobindo. On peut dire comme ça. Et dans les années, je crois que c'est vers 68, elle a eu l'initiative de créer Auroville. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a attiré le plus, c'est que le yoga de Mère et Sri Aurobindo, c'est un yoga qui est très pragmatique, c'est pas un truc de rêveur ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, c'est qu'on va préparer l'autre espèce. Alors, on ne sait pas encore comment l'appeler, mais ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'humain, on vient du singe, hein, qui s'est adressé et puis qui a évolué petit à petit jusqu'à ce qu'on ait un mental. Et là, maintenant, le but d'Auroville, c'est d'être un centre dans lequel on va pouvoir favoriser le travail de la future espèce. Voilà. C'était l'idée de Mère Shrobindo dans la création d'Auroville. Voilà. Créer la cité. D'ailleurs, Mère, dans une incarnation précédente, elle avait créé en Égypte la cité du soleil. C'était déjà elle qui avait fait ça. Donc voilà, coup de cœur pour Auroville, donc tu décides de rester. En fait, quand je suis revenu de l'ashram, je suis allé voir la personne chez qui j'étais, et puis on pratique ça depuis des années. Il ouvre un bouquin, et puis dans le bouquin, il était écrit que quand tu arrives dans la gare, que tu es sur le quai, que le train s'arrête devant toi et que les portes s'ouvrent devant toi, c'est clair, il faut monter dedans. Donc, alors ça m'a fait un deuxième choc parce que je suis très réceptif à ce genre de remarques. Le soir, donc je suis allé au Matrimandir. Donc le Matrimandir, c'est le temple, on pourrait dire le temple de Mère, quoi. Mais ça n'a absolument aucune connotation religieuse. Ça a été fait pour se concentrer justement, pour devenir un peu moins bête, un peu plus conscient. En tout cas, c'est vraiment un centre absolument magnifique, une énorme bulle, tout couleur or. C'est magnifique et c'est vraiment un lieu de ressourcement et de paix. Oui, il y a une très belle énergie, une énergie très, comment on pourrait dire, très effervescente. En tous les cas, un bijou à venir visiter si vous passez par Auroville, c'est incontournable, bien entendu. Et donc, quand je suis allé dans le Matrimandir le soir, j'ai l'habitude depuis des années de poser la question quand j'ai une décision importante à prendre. Donc, en fait, la question, pour rien vous cacher, c'est est-ce qu'il est souhaitable que je vienne m'installer à Auroville ? Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça faisait 3 jours que j'étais là, déjà la question se posait. Et alors, ce qui m'a vraiment secoué, d'ailleurs, je suis le même ami. Mère est arrivée devant moi et elle m'a dit oui. Alors là, je suis sorti, je ne sais plus ce qui m'arrivait, je ne sais plus ce qui se passait, je pleurais, j'étais complètement... Donc Mère était déjà décédée à cette époque ? Oui, c'était en 2004, donc elle a quitté son corps en 73, le 17 novembre. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Mère, elle est omniprésente. Et je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas quelqu'un qui est... J'ai une certaine sensibilité. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier d'ostéopathie, parce que ça me permet de m'épanouir dans cette voie, quoi, dans cette sensibilité d'appréhension. Alors, tu as prononcé un mot important, ostéopathie, ce qui explique la présence du squelette là juste derrière. Voilà, Pour les auditeurs qui pourraient se poser la question, mais
Qu'est-ce que c'est? Mm. Voilà. Et donc, à l'époque où tu décides, donc, parce que c'est tout un processus hein, pas tant pour s'installer à Auroville, mais pour devenir aurovillien. Ah oui, c'est très très compliqué. Mm. Et alors, ce qui est quand même assez incroyable, je sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Parce que ça faisait 15 jours que j'étais là. Je suis passé à l'entrée groupe, parce que l'entrée groupe, c'est le procédé pour accéder. Déjà, il faut être accepté, il faut expliquer pourquoi on vient, etc., etc. Et normalement, à Auroville, généralement, avant de faire la demande, on doit être venu déjà au moins plusieurs fois, au moins quelques mois, avoir participé en tant que Newcomer. voluntary worker. Ah oui. Non, newcomer, L'après. c'est l'après. Et puis, alors, ce qui est incroyable, c'est que moi, quand je suis passé à l'entrée groupe, donc 15 jours après, j'étais jamais venu en Inde, j'ai rien fait du tout à Auroville, quoi. J'étais juste un guest, comme tout le monde. Et puis, ben, ils m'ont accepté. Chose qui est, je pense, qui doit être unique à Auroville, parce que, bon, je sais pas si c'est déjà arrivé. Donc c'était facile en fait. C'était facile pour moi, donc je peux pas me plaindre parce que et j'avais ce que je trouvais extraordinaire, c'est que tout le monde me souriait. Et je me dis mais j'ai jamais vu un endroit pareil, c'est que tout le monde me regardait, me souriait comme ça. Plus tard, j'ai compris pourquoi. Et c'est pour ça qu'ils m'ont accepté, parce que j'étais complètement allumé. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était tellement incroyable que j'étais là, j'étais pas hilar, mais j'étais comme ça en permanence, quoi. Et donc quand tu arrives, donc tu passes par tout ce processus donc pour devenir aurovillien et qui somme toute a été plutôt facile pour toi. Et à l'époque, tu es déjà dans cette pratique de l'ostéopathie? Ah oui, l'ostéopathie, j'ai commencé en 86. D'accord. Donc tu décides de t'installer comme ostéopathe ici? En fait, non. Quand je suis venu ici, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire parce que, en fait, ce qu'il faut arriver petit à petit, c'est à s'oublier, à essayer d'oublier son ego, ses désirs et tout ça, et essayer de sentir ce pourquoi on est là et quel va être notre chemin. Ça, au début, on ne le sait pas. Et on va le découvrir petit à petit. Et on va se rendre compte que finalement, on décide jamais de rien. Que le divin décide pour nous, mais que nous, on est carrément des canals. Des canals du divin. Ou des pantins. Non, on n'est quand même pas des pantins. On peut être d'accord ou pas d'accord. On peut être d'accord, même si on n'est pas d'accord, ça ne change pas grand-chose de toute façon. On pourrait presque dire qu'à un certain stade, en fonction de notre éveil de conscience, qu'on est des pantins, absolument. Ouais. Mais bon, ça fait partie du chemin. Hein. Quand on se rend compte qu'on est des pantins, déjà, c'est qu'on a identifié quelque chose en nous. Et là, ça devient intéressant. Et alors, petit à petit, on va essayer d'être de moins en moins des pantins. De comprendre pourquoi on choisit... Enfin, pourquoi on nous dirige de cette manière-là, parce que de toute manière, on ne choisit pas non plus. C'est une impression qu'on a, mais c'est juste une impression. Alors toi, avant d'arriver à Auroville et de rencontrer Mère Sri... Oh là, je commence moi aussi à avoir un chat dans la gorge. Donc, avant de rencontrer Mère et Sri Aurobindo et toute leur approche spirituelle, tu étais déjà dans une ouverture spirituelle? Disons que depuis l'âge de 21 ans, j'ai été dans la Rose-Croix à Morques. Et je suis resté quand même pendant 15 ans, donc je n'étais pas complètement largué là sans avoir aucune connaissance. Ça fait déjà depuis très longtemps, depuis petit, j'ai toujours posé des questions un peu particulières à mon père. Donc c'est ce qu'il a mis sur la voie, c'est ce qu'il me disait, c'est que grâce à tes questions, ça m'a permis, et lui aussi était dans la Rose-Croix. Et puis à un moment donné, la Rose-Croix, je m'en suis séparé
ça m'a permis d'arriver. Alors, juste une petite anecdote qui est quand même intéressante, c'est que j'avais 25 ans et quand je faisais une méditation, je voyais souvent un être qui, pour moi, pour ma petite tête, c'était comme ma représentation du divin, de Dieu. Je voyais un être tout en blanc, avec des longs cheveux blancs, une grande barbe et tout ça, qui était dans mon environnement. Je ne vais pas dire qu'il me parlait ou qu'il était à côté de moi, mais il était dans mon environnement. Et je me disais, mais qui ça peut bien être? Et alors, beaucoup plus tard, quand j'ai lu la synthèse des yogas, il y a la photo de Sri Aurobindo. Ah. Et je dis, bingo, c'est lui Bah qui oui, veut. c'est lui. Et déjà, il venait me visiter d'une certaine manière. Pourquoi? J'en sais rien. Mais déjà, ça m'a fait le jour où j'ai vu sa photo, je me suis transposé à l'époque, donc bien longtemps, plus de 20 ans avant. Je me suis rendu compte que c'était lui, quoi. Alors, tu me disais l'autre jour que finalement, Euroville, c'est un lieu qui permet la rencontre avec soi-même. Bah oui, parce que il y a une énergie qui a été faite pour ça. Hein. Mère, elle a mis toute son énergie. D'ailleurs, elle a tellement mis l'énergie qu'elle est là, elle est omniprésente. Pour les gens qui sont sensibles, ils sentent. Quand on demande quelque chose, c'est comme magique. Ça répond. Obligatoirement, il se passe quelque chose. Et donc tu as, parce qu'il y a l'expérience concrète que tu vis, il y a la découverte de l'enseignement en fait, hein, tout ce que tu vas découvrir à travers les bouquins, et puis, mais surtout ton cheminement intérieur, l'expérience que toi tu vas vivre, et ce que toute cette expérience te fait découvrir de l'intérieur. Bah déjà, ce que j'ai observé, qui est très intéressant, j'ai lu 5 fois l'agenda. L'agenda, en fait, c'est l'expérience de Mère qui a été enregistrée par Satprem et qui parle de jour après jour de son expérience. Et ce qui est très intéressant, c'est que je l'ai lu 5 fois donc depuis que je suis ici, depuis 14 ans. Et à chaque fois, c'est comme si on gravit une montagne. À chaque fois, j'avais une perspective complètement différente de ce que j'étais en train de lire. Et à chaque fois, c'est comme si que ça ouvrait, comme si que la conscience, petit à petit, progressivement, elle se développe. Ça ne peut pas se développer d'un seul coup. Dans la nature, en général, tout se fait toujours très lentement, mais ça se développe tout le temps. Et comme disait Mère, qu'on le veuille ou non, la future espèce, elle viendra. Et donc, pour faciliter ça, elle a créé Auroville et faut essayer d'aller dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on ne rame pas à contre-courant, on rame dans le sens du courant. Pour justement... D'ailleurs, on ne rame plus, d'ailleurs. Quand on va dans le sens du courant, on ne rame plus. Voilà. On se laisse porter. Mais on peut ramer aussi. On peut se laisser porter ou on peut ramer aussi pour aller plus vite. Mais ça, c'est chacun, en fonction de chacun. Mais c'est vrai qu'on a le choix après. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'était quoi finalement la vision? Enfin, qu'est-ce que toi tu retiens si tu devais transmettre en quelques mots les grandes lignes de cette approche spirituelle? Waouh, ça va être dur. En fait, on doit changer de dimension. En fait, on a fait le tour de cette dimension-là, du mental. On est arrivé au paroxysme, d'ailleurs, même de la bêtise humaine, hein, puisqu'on n'a jamais eu autant de troubles sur cette planète. Et pour arriver à sortir de ce capharnaüm, il n'y a qu'une alternative, c'est de passer dans une autre dimension. Voilà. Et la dimension qui nous est proposée par Mère Sri Aurobindo, elle est au niveau cellulaire. Ça veut dire qu'on va se transformer sur le plan physique. On ne va plus être pareil.
Et donc, c'est une mutation, hein, comme du singe, on est passé à l'homme, et ben de l'homme, on va passer à l'après-l'homme. Hein, on n'a pas de mot encore pour ça. Après, chacun peut le traduire comme il veut, mais le but, c'est de continuer, en fait, le travail de la nature, de l'évolution. C'est une évolution perpétuelle. J'ai dit l'expérience que tu vis, c'est ça que j'aimais bien aussi dans ton approche, parce que je l'aime bien, parce qu'en fait, c'est aussi l'expérience que moi je vis. C'est vraiment d'arrêter de résister pour aller vraiment dans le sens du courant de la vie. Bah ouais. Et donc, arrêter de résister, parce que finalement, moi, de ce que j'ai compris de la souffrance, de ce qui nous fait souffrir, c'est que c'est pas tant les événements qui nous font souffrir, c'est plus notre résistance aux événements. Et que Auroville, du coup, pour toi, ça a été vraiment un terrain d'expérimentation où tu as pu faire face à la vie avec une nouvelle vision, du coup, accompagnée par ce cheminement spirituel proposé par Mère, et où tu as pu, comme tu disais tout à l'heure, prendre un temps pour tâtonner, pour voir finalement qu'est-ce que tu allais vraiment pouvoir mettre en œuvre ici, et te laisser guider par la vie, ou par le divin, ou par... En fait, pour arriver à développer sa conscience, il faut être de plus en plus confiant dans la force divine, dans la force de Mère, puisque c'est quand même notre... comment dirais-je? On ne va pas appeler gourou, parce qu'elle est au-dessus de tous les gourous qui ont pu exister sur la Terre, mais c'est, comment dirais-je... Et petit à petit, c'est un peu comme quand on gravit. Elle-même, quand elle a fait l'expérience, elle ne savait pas du tout où elle allait, puisque c'est un terrain qui est complètement inexploré. Hein, comme moi, je ne sais pas ce que va être le futur, la future espèce. Je vais la découvrir comme tout le monde. Hein. Et par contre, ce que je sens depuis que je suis ici, bien que ça c'était déjà en gestation depuis mon plus jeune âge, c'est que on est dans une mouvance ici qui permet de favoriser ce travail. Hein, et on a l'impression, comme on disait tout à l'heure, on gravit une montagne, et au fur et à mesure qu'on s'élève un petit peu, et on a une vision un peu plus globale de l'ensemble des choses. C'est ça qui est intéressant. Donc, petit à petit, pour toi, émerge l'évidence qu'il s'agit d'ouvrir un cabinet d'ostéopathie, c'est ça? En fait, quand on est à Auroville, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir une activité, parce que Auroville, actuellement, on est environ 2500, il n'y a pas une économie suffisamment forte pour pouvoir nourrir et loger tout le monde. Donc, ce qui veut dire que quand on vient à Auroville, à un moment donné, il faut créer une activité, et puis, à moins d'avoir des biens personnels qu'on ait vendus avant, ou qu'on loue, ou quoi que ce soit, c'est quand même bien d'avoir une activité qui nous permette de pouvoir vivre, tout simplement. Et moi, j'ai fait cette activité parce que c'est celle que j'aime. Et puis c'était implicite, parce que les gens m'ont dit, si tu fais ça, tu dois le faire ici, on en a besoin, il n'y a personne qui fait ça. Donc, du coup, j'ai construit une maison après quelques années, j'ai fait un espace exprès pour recevoir les gens. Et puis ça m'a permis j'ai créé une entreprise qui s'appelle Auroville Activité. Et puis voilà, donc je fais cette activité ici à Auroville. Alors, quand tu dis que ça n'existe pas, en fait, moi, ce que j'ai découvert, en peu de temps que je suis restée en Inde, c'est que l'ostéopathie, non seulement ça n'existe pas, ça n'existait peut-être pas à Auroville, mais ça n'existe pas en Inde, d'une façon générale. Non, parce que la médecine ayurvédique est quand même prépondérante, même si elle est malheureusement sur le déclin, alors que c'était la meilleure médecine du monde, certainement. La connaissance elle s'est perdue au profit de l'allopathie, pardon.
Et c'est un peu partout pareil d'ailleurs. Hein. Les remèdes de grand-mère, on est en train d'y revenir, heureusement. Mais c'est l'allopathie qui a pris le pas sur tout. Je ne veux pas rentrer dans le débat des lobbies pharmaceutiques, mais bon, ils font beaucoup de mal et puis ils font croire aux gens ce qu'ils veulent, quoi. C'est vrai que j'ai été un peu surprise parce que finalement, je pensais que les Indiens étaient beaucoup dans la médecine naturelle, mais en fait pas tant que ça. Et en fait, ma grande surprise, c'est de voir que dans les rayons des supermarchés, donc il y a des supermarchés, bien entendu, il y a des Kellogg's, il y a du Coca, il y a du Coca, il y a des bonbons, enfin toutes les mêmes merdes qu'on va trouver en Europe. Et puis il y a des petites pharmacies de partout avec tous les médicaments allopathiques traditionnels. Moi, la famille là où je suis hébergée, ils se soignent avec une médecine traditionnelle allopathique. Et c'est vrai que j'ai donc pu constater, donc tu me disais que l'Ayurveda était une médecine un peu en déclin, mais on ne trouve pas de personne qui va manipuler le squelette en fait. Pas d'ostéopathe, pas de rebouteux, c'est-à-dire que quand on a mal au dos, ben, finalement, il n'y a aucune méthode de soin. Je pense qu'à l'époque, les docteurs ayurvédiques avaient cette connaissance, mais qu'elle s'est perdue. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ça c'est un ami qui est docteur ayurvédique qui m'a dit ça, c'est que quand ils ont le diplôme de docteur, ils ne touchent pas les gens. Ils les reçoivent, ils les consultent, ils essayent de comprendre et tout. Mais s'il y a un travail physique à faire, ils forment des jeunes, garçons et filles, suivant si on a traité une femme ou garçon, et femme ou homme. Et donc, le problème, c'est que ceux qui sont formés n'ont aucune connaissance réelle. Ils font des protocoles 5 minutes là, 5 minutes là, mais ils n'ont pas de toucher. J'ai eu l'occasion d'essayer quelques massages. Alors évidemment, on est bien tartiné d'huile partout, mais à part ça, au niveau de la main, il n'y a pas une bonne main, quoi. Donc c'est vrai que pour un grand pays comme l'Inde, c'est assez étrange d'avoir... Ils ont perdu ça. L'acupuncture, ça ne vient pas de la Chine, ça vient de l'Inde. Hein. Bien avant, bien sûr. Il y a des milliers d'années, ils faisaient de l'acupuncture. Donc oui, c'est assez étonnant. Et ce que tu dis, j'ai eu l'occasion de le vérifier parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes chez le médecin ou je suis allée voir un naturopathe aussi. Et effectivement, celui qui détient la connaissance va parler avec vous, va vous poser des questions, mais ils ont toujours là une assistante. Et s'il y a des manipulations, c'est l'assistante qui va faire les manipulations, qui va... effectivement. Et donc voilà, donc toi dans ton activité, alors du coup j'en viens à ton activité parce que finalement tu as je dirais un peu développé une méthode qui t'est propre. Là on a parlé d'ostéopathie, mais finalement aujourd'hui tu as vraiment développé ton truc à toi. Bah, disons que j'ai fait au fur et à mesure que j'ai progressé, parce que quand on apprend, de toute façon on est des éternels apprentis, hein, faut pas se leurrer. Mais petit à petit, j'ai découvert, en ayant un matériel particulier que j'ai créé pour ça, que ça me permettait d'ouvrir des endroits qu'on ne pouvait pas ouvrir facilement avec une table normale. Et puis petit à petit, parce que j'ai la chance d'avoir une certaine intuition, petit à petit, en demandant, il suffit de demander, on nous répond de toute façon. C'est simple. Et petit à petit, il y a une technique qui s'est mise comment dirais-je, en exergue, ça s'est mis en place. Et puis bon, les gens sont assez satisfaits. J'ai des gens qui viennent un peu partout, même de Bombay, de Delhi, de Chennai, de Bangalore. Et j'ai même formé quelques femmes à cette technique, et avec les stages que je fais de formation, ça permet déjà de dégrossir, de faire déjà un bon travail de base qui va être meilleur que n'importe quel autre massage, parce que c'est un travail qui est vraiment concret et efficace. Donc c'est vrai que tu as créé cette table, donc c'est une table de travail qui n'est pas plate,
Elle est donc arrondie. Donc, je pense que vous allez pouvoir la voir sur l'écran. Et donc, parce que moi, en fait, je t'ai rencontré parce que je suis venue voir un ostéopathe, j'avais des petits problèmes de dos, et donc tu m'as fait m'allonger sur ce truc-là. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et voilà, donc ça permet d'optimiser en fait ton approche de soins. Et donc, de fil en aiguille, je dirais que d'invention en invention, tu as aussi rêvé un projet de formation un peu plus grand qui pourrait complètement s'inscrire dans le contexte socio-économique. Oui, en fait, l'idée, c'est de pouvoir traiter, parce que les femmes en Inde, elles sont un petit peu laissées pour compte. Et mon objectif, c'était de pouvoir former quelques femmes, parce que pour traiter des femmes, on doit former des femmes, et de leur accorder un peu de mon temps, et pour superviser les points, superviser les gens, et puis d'intervenir pour faire la touche finale, si c'était nécessaire, et ce qui nous permet dans une matinée, de traiter jusqu'à 40 femmes. Par contre, ces femmes-là devront payer 50 roupies, 100 roupies, ce qui est dérisoire, c'est juste symbolique. Et ça peut aussi créer des emplois pour les femmes qui vont apprendre. En plus, l'idée, ça serait de faire un petit fascicule pour leur donner une idée générale de l'hygiène de vie, de l'environnement, aussi faire attention à l'environnement, pas gaspiller, profiter justement de l'occasion pour que ce soit un peu éducatif. Ouais. Parce que finalement, tu as une approche un peu intégrative, c'est-à-dire que tu ne travailles pas seulement que sur la personne, au niveau de son squelette, enfin des difficultés qu'elle va pouvoir rencontrer au niveau de l'articulation de son squelette, mais tu as aussi une approche au niveau de l'alimentation, au niveau de l'environnement, parce qu'en fait, les Indiens, effectivement, j'ai pu le constater, ils mangent très mal. Ils mangent énormément de riz, donc sucré, huileux, trop épicé. Donc du coup, ça fait beaucoup de gens qui sont en acidose, beaucoup de gens qui sont diabétiques, obèses, beaucoup d'obésité. C'est incroyable. Donc il y avait une vraie problématique au niveau de l'approche alimentaire. En plus, là, dans le Tamil Nadu, je dirais, c'est une région où il fait très chaud, comme dans beaucoup de régions d'Inde, mais où finalement, ils n'ont pas privilégié, du coup, la culture des légumes et des fruits. Donc, ils en mangent un peu, enfin, je veux dire, des crudités. Enfin, tout ce qui est cru, c'est pas forcément dans leur culture, quoi. C'est vrai que compte tenu du climat, c'est un peu plus compliqué à faire pousser des légumes, quoi, qu'on peut manger même cru. Mais je pense qu'aussi il y a une question économique, parce que compte tenu qu'on ne privilégiait pas les fruits et les légumes, ils sont beaucoup plus chers. Et puis, malheureusement, ce que j'observais, c'est qu'ils n'ont pas cette conscience que la nourriture est fondamentale pour avoir une bonne santé, quoi. Si on ne met pas du bon pétrole dans sa voiture, elle va cahoter. C'est pareil pour le corps. Donc, tu as vraiment cette approche intégrative où tu leur permets de prendre conscience de leur corps, finalement, et qu'il est important de prendre soin du corps, et que ça passe aussi par l'alimentation, que ça passe aussi par l'environnement, le respect de l'environnement, de la terre sur laquelle il vit, parce que c'est vrai que quand tu vois... c'est un peu caractéristique de l'Inde, la gestion des poubelles ici, c'est très problématique. Et puis, ils gaspillent beaucoup d'eau. Par exemple, quand ils lavent la vaisselle, ils ouvrent le robinet à fond. Des fois, ils remplissent leur baquet d'eau. Ils ne restent pas à côté, l'eau, elle déborde. Parce qu'ils pensent, parce qu'on a un robinet qu'on a ouvert, que l'eau, elle viendra d'une manière indéfinie. Ils n'ont pas cette conscience. C'est pas qu'ils font ça avec
de la négativité, c'est tout simplement, c'est comme des enfants qui ne sont pas conscients. Ils n'ont pas été éduqués. Qui n'ont pas été éduqués, donc, sans parler de voir jouer le rôle des éducateurs, mais au moins les aider à ouvrir la petite porte là, qui est restée fermée pour qu'ils soient un peu plus précautionneux, quoi. Parce que l'eau, c'est sacré, surtout dans le sud de l'Inde, hein, on a besoin d'eau. Et il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'en moyenne, les femmes indiennes elles passent entre 5 et 6 heures par jour dans la cuisine. C'est les esclaves de la cuisine. Et quand ils viennent, moi je leur propose une alternative où elles vont, avec les 5 heures, elles vont pouvoir économiser 5 heures pour faire autre chose, parce qu'il y a autre chose à faire que de préparer des plats qui nous font mourir plus vite, quoi. Donc moi j'ai rencontré pas mal d'Indiennes qui finalement souffrent dans leur corps et n'ont pas... alors pour plein de raisons, parce que c'est des raisons économiques, c'est des raisons aussi un peu éthiques, philosophiques, c'est-à-dire qu'une femme indienne ne va pas venir voir et surtout se laisser manipuler par un homme. Bah oui, ça c'est leur système de culture qui est quand même un peu... qui est très lourd et bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est compliqué. C'est pas le sujet, oui et non, parce que finalement dans ton projet et sur le fait de former des femmes à ta méthode et qui du coup pourraient soigner les femmes, parce qu'ici il y a donc une véritable carence en soins, en tous les cas au niveau de l'ostéopathie, comment on peut appeler ça, ouais, des soins manuels en général. Et puis, voilà, les soins manuels. Et que pour le coup, ça ferait la réalisation de ce projet, ça permettrait non seulement un apport en santé alternative, je dirais, mais aussi la création d'emplois. Et puis l'ouverture des consciences en termes d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire, d'écologie, je dirais, de la vie quotidienne. Voilà. En fait, l'idée du centre, puisque le nom du centre s'appelle Centre de soins naturels, c'est d'élargir petit à petit ces activités qui vont englober tout ça, quoi. La nourriture, le corps, l'environnement... Et puis bon, après, petit à petit, quand on change sa nourriture, quand on change ses habitudes, obligatoirement, la conscience, on la laisse respirer. Parce que toute cette culture, tout ça, elle empêche la conscience de se développer. On n'a pas envie que les gens... Il y a une volonté intrinsèque mondiale de manipuler les gens. Donc on préfère qu'ils restent idiots. C'est tellement plus facile à manipuler, quoi. Donc ça, c'est un très très beau projet. Je pense qu'on fera d'autres émissions pour en parler, parce que j'avais envie de te donner un petit coup de main parce que pour l'instant, t'en es au balbutiement, il faut l'écrire, il faut trouver les financements, donc il y a tout En fait, pour financer, l'idée c'était de former des gens qui viendraient par exemple de France ou de Belgique. J'ai rencontré l'autre fois quelqu'un de Belgique qui pourrait être intéressé. Tout à fait. Pour leur donner une formation à un prix raisonnable. Et puis qui serait vraiment utile déjà. Et avec cet argent-là, alors après sur le plan purement matériel et juridique, on verra comment on peut articuler ça. L'argent servirait justement à pouvoir fabriquer des tables, fabriquer du matériel, former des gens qui n'ont pas les moyens de payer une formation pour justement mettre comment dirais-je, pour que l'idée puisse se faire, quoi, de s'occuper des Parce gens. qu'en fait, l'idée, ça serait de pouvoir former des femmes qui n'ont pas du tout de formation, mais c'est une formation qui pourrait tout à fait s'adresser, imaginons, à des gens qui ont déjà une formation de massage, que ce soit des Indiens ou des Occidentaux. Ah oui, c'est ouvert à tout public. C'est-à-dire que ça peut être aussi une formation complémentaire et qui permettrait à des gens qui sont déjà dans l'approche corporelle, type massage ou autre, d'avoir un plus. De toute façon, même quelqu'un qui
qui s'est entraîné, qui est venu en Inde, parce que j'en connais plusieurs qui sont venus en Inde pour apprendre le massage ayurvédique, si comme base de massage ils incluent ça, je veux dire, leurs massages vont être très très efficaces, beaucoup plus efficaces. Et je dis ça en toute humilité, parce que j'ai pu tester tout ça, et puis je vois bien les gens, quand ils viennent, ils se rendent compte de la différence qu'il y a entre un traitement d'un kiné ou d'un ostéo ou d'un chiro lambda, et puis cette manière de travailler. Ouais. D'ailleurs, c'est une manière qui est quand même où on rentre dans la matière, puisqu'on est censé transformer la matière. Oui. Donc voilà, donc un très, très beau projet pour lequel j'avais envie de donner un petit coup de main. Donc il y aura d'autres émissions pour en parler. Voilà. Pour en revenir à ton expérience d'Euroville, 14 ans après, quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Ce que j'ai envie de dire, c'est que on a une chance inouïe de vivre cette expérience. On est des enfants gâtés d'avoir mère qui a créé ça pour nous. Ouais. Ça, c'est inestimable. Donc, ça a transformé ta vie, hein, si j'ai bien compris. Ta vie, la vision de ta vie, la vision de la vie. Bah oui, ça n'a plus rien à voir avec avant. Ouais, c'est clair que... Je sais pas... C'est une autre vie, voilà. En fait, c'est ma seconde vie. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que j'ai vécu avant en France, quoi, j'ai quand même vécu quelques temps en France, c'est presque loin maintenant. C'est comme si ça avait... C'est tellement, je ne vais pas dire insignifiant, puisque ça a posé certaines bases qui étaient nécessaires pour continuer de construire. Mais c'est très loin tout ça. Et puis aujourd'hui, on nous apprend qu'il faut vivre dans le présent, être conscient dans le présent tout le temps. Pas être toujours dans le passé, j'aurais ci, j'aurais ça, parce que ça c'est négatif, ça sert à rien en plus, parce que ça ne changera rien. L'autre jour, tu disais quelque chose qui est très juste, que moi aussi je dis et que beaucoup de personnes disent, c'est que quelque chose au sujet de la peur, qu'est-ce que tu me disais? La peur, la peur et le doute, c'est le pire ennemi de l'être humain, quoi. Et puis, Mère disait souvent, à force de pressentir ou d'avoir peur de quelque chose, ça finit par arriver. Aussi, on finit par créer... voilà, parce qu'il faut savoir que la pensée, elle est créatrice, et que c'est pour ça que tant qu'à faire, autant avoir des pensées positives, parce que à chaque fois qu'on a une pensée, c'est un peu comme un émetteur de radio, à chaque fois, elle s'inscrit dans le cosmos. Donc, alors, imaginez toutes les pensées qu'il peut y avoir à la seconde. Il y a un encombrement dans le cosmos qui est quasi inutile, et c'est pour ça qu'il y a autant de péripéties sur cette Terre. C'est à cause du manque de contrôle de pensées négatives qu'on peut avoir dans une journée. Et que quand on devient conscient de ça, après, on doit même penser à ce qu'on va penser. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui auraient envie de venir s'installer ici? De toute façon, ce que je vais dire, ça coule de source, c'est que on ne choisit absolument pas de venir habiter à Auroville, parce que le mental, il y comprend rien. Moi, j'ai quitté la France, j'avais une belle maison au bord de la mer, avec une piscine, je vivais bien, quoi, sur le plan matériel, je veux dire. Et puis, ça fait pas tout. Hein, c'est pas ça qui rend heureux. Et mon être psychique a décidé de venir ici. Parce que le mental, lui, quand l'être psychique prend une décision aussi forte que ça, parce que ça s'est fait en 6 mois après, j'habitais là. Ça a été très très vite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'entrée groupe, quand ils m'ont demandé quand est-ce que je reviendrais, j'ai dit
comme ça, à la louche, mi-novembre. Et j'étais là le 15 novembre, à 4 heures du matin. C'est marrant, quoi. Et donc... Oui, donc en fait, c'était... tu disais que on ne choisit pas de venir... c'est de l'ordre de l'évidence. C'est un moment donné, voilà, c'est tellement fort que c'est plus fort que tout. Moi, j'ai des amis, ils m'ont dit, mais il est taré, tu vas faire quoi en Inde? Je ne sais pas. En plus, c'est ça, parce que quand on va quelque part, qu'on quitte son pays, et surtout l'Inde, c'est loin, c'est 10 000 kilomètres. C'est un investissement déjà, rien que le voyage. Et puis qu'on dit, on verra, je ne sais pas, c'est comme tu voudras. Les gens, ils nous disent, mais lui, je ne sais pas ce qu'il a piqué, mais il a perdu la raison, quoi. Super. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on perd la raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se coupe la tête et on arrête de donner le pouvoir à notre mental. Le problème de la raison de l'être humain, c'est que c'est un frein à tout ce qu'il veut faire. La raison, ça reste uniquement sur le plan mental et de l'éducation. Or, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est de sortir de ces limites qu'on nous a mis depuis des décennies, voire des siècles. Il faut sortir de ça. Et donc, c'est... La décision, elle se fait... Alors, parce que j'ai vu pas mal de gens qui ont dit « c'est super Auroville », parce qu'évidemment, quand on arrive en Inde et qu'on voit... Parce que c'est vrai que c'est beau, Auroville. C'est très beau. Mais... C'est très calme aussi. C'est pas ça qui attire les gens. Il faut que ça vienne, il faut qu'on sente que ça résonne, qu'il y a réellement que l'être intérieur, ils disent « Oui, c'est là que je veux être ». À partir du moment où on va faire intervenir le mental en calculant le pour, le contre, ça peut être une catastrophe. J'ai connu des gens qui ont voulu venir s'installer ici, mais qui ont calculé mentalement comment ils allaient faire et tout. Ils n'ont pas pu rester. Et il leur est arrivé les pires trucs. Parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Parce que, comme tu me disais l'autre jour, c'est que Auroville, c'est comme partout, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tout beau, tout rose, tout gentil. On est dans la vie avec les autres, avec la différence des autres. Donc il y a des ajustements, il y a des conflits, alors il y a des valeurs communes, mais après chacun en fait l'expérience à sa façon. Et que c'est l'expérience de la vie, de comment je me confronte à l'autre, au principe de réalité, etc. De toute façon, on n'est que des humains avec notre ego, notre atavisme et tout ça. On est toujours en lutte perpétuelle avec ça. Et le défaut majeur de l'humain, c'est de toujours voir les défauts chez les autres et pas de les voir chez lui. C'est ça le problème. Et donc, quand on commence à identifier qu'à chaque fois qu'on a un conflit, c'est la question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois changer dans mon fonctionnement, en moi, pour plus que je perçoive les gens de cette manière-là. Parce qu'il est là le problème. Il n'est pas chez les autres, il est chez nous. C'est nous qui devons solutionner la chose. Et Auroville, c'est un endroit justement qui est extraordinaire pour ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce plan, dans cette dimension-là, tout est basé sur les polarités positives et négatives. Donc tout est une question d'équilibre. Ça veut dire que plus on va avoir des êtres brillants et élevés, plus on va avoir la contrepartie en opposition. Et c'est comme ça. Dans la prochaine espèce, ça n'existera plus, cette espèce de... Dualité. De dualité, exactement. Mais pour l'instant, elle est là. Et la dualité, elle est en nous. On parle de forces adverses, mais les forces adverses, c'est nous-mêmes. Hein, c'est un sacré combat qu'on a à mener. Donc... c'est peut-être justement d'arrêter de se battre à l'intérieur de nous, justement. Peut-être d'arrêter le combat simplement pour accueillir ces dimensions de nous. En fait, ce qu'il faut arriver, c'est petit à petit identifier, au fur et à mesure qu'on découvre, hein, on est dans la jungle, on brasse, c'est d'identifier, paf, tiens, j'ai ce fonctionnement-là, il faut qu'on le transforme. Hein, parce qu'en fait, tout doit être transformé. Jusqu'à la cellule. Donc tous ces fonctionnements, tout cet atavisme, il doit être obligatoirement transformé. Alors ça prend du temps, il y a du boulot, hein, parce que ça fait des millénaires qu'on est comme ça. Donc
Ça va pas se résoudre en quelques jours. Et donc, pour revenir à Auroville, ce qui est intéressant, c'est que si tout le monde était sage, parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici, ouais, mais Auroville, c'est ci, c'est ça, parce qu'eux, ils sont dans le jugement. Donc, évidemment, quand on est dans le jugement, on voit que le négatif. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Et 99% et demi des gens sont dans le jugement. Hein. Donc, il faut arriver à sortir de ça. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à tous ces gens qui sont très bons ou qui sont très mauvais, hein, apparemment, mais les très mauvais, c'est grâce à eux qu'on peut progresser. S'il y avait que des sages, mais on s'endormirait, on serait là comme ça. Hein, parce qu'on a compris maintenant que l'état de Bouddha, bah, c'est pas la fin de l'étape. C'est bien d'y accéder. Hein, c'est positif. Mais on est loin de la fin de l'étape. Hein. Il faut continuer. Il y a du travail après ça. Donc en fait, c'est aussi grâce donc, aux gens qu'on va juger négativement qu'on peut percevoir, identifier les aspects de soi à ouvrir, faut-il encore en avoir la conscience? Mais c'est ce que justement Auroville permet d'accompagner, c'est-à-dire cette conscience-là, ce travail en profondeur en fait. Moi, ce que je ressens en tant qu'Aurovillien, c'est que c'est très, 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 très exacerbé à Auroville. Il y a des gens qui apparemment sont d'une gentillesse incroyable et puis qui peuvent péter les plombs et devenir comme des diables. Et on est tous, sans exception, vulnérables. Et il faut être tout le temps, comme un combattant, comme un guerrier de l'amour de mer. Il faut être tout le temps sur ses gardes. Il ne faut pas se laisser dériver parce qu'on peut se faire avoir. Tout le temps. C'est un travail perpétuel. Être sur ses gardes, c'est être centré, non? Bah, être sur ses gardes, bien sûr, il faut être centré et être attentif à tout ce qui se passe. Pourquoi ça s'arrive là? Qu'est-ce que je dois faire pour transformer ça? Parce qu'à chaque fois, on doit intervenir. Et en fait, la seule arme absolue contre tout ça, c'est l'amour. L'amour sincère. L'amour, ça peut tout changer. Quand moi, j'avais appris ça avec les Rosicruciens, d'ailleurs, j'avais trouvé ça quand même assez génial, c'est que quand vous n'aimez pas quelqu'un et que le meilleur moyen que ça change, c'est de lui envoyer des pensées d'amour. Et ça change tout, parce que les pensées que vous envoyez, elles y arrivent. Et d'un seul coup, les gens, ils vous regardent avec un autre œil. Et ils vous aiment après, parce que vous leur avez ouvert la porte. C'est ça le truc, c'est tellement simple. Mais comme on a des mentales tellement super sophistiquées qu'on a perdu la... On a des mentales malades. Ils sont même pas sophistiqués, ils sont malades, nos mentales. Ouais, parce qu'ils sont exacerbés de vouloir toujours tout ce qu'on dit, calculer, tout ça. C'est calculateur. Oui, c'est calculateur, c'est stratégique, c'est manipulateur, c'est bourré de croyances, de certitudes. Nous avons des mentales. On est des malades mentaux. Nous sommes des malades mentaux. Complètement. Je suis d'accord complètement. Ça, c'est clair. Voilà. Donc il s'agit aussi d'en prendre soin de ce mental, parce que finalement il a aussi plein de bons aspects. Heureusement qu'on a un mental aussi pour pouvoir... En fait, le mental, ça doit devenir un outil. Il ne doit plus décider, c'est l'être psychique qui doit prendre la relève, hein, ou l'âme, suivant comment on veut l'appeler. Nous, on utilise le terme l'être psychique. C'est lui qui doit diriger notre corps, puisque l'être psychique, c'est la petite lumière qui est connectée avec la grande lumière. Et qui nous est donnée à la naissance et qui est là pour se développer, justement. Et quand on commence à lui laisser la parole, eh ben, il se manifeste. Hein, mais il faut quand même lui laisser, faut le laisser respirer, lui donner la parole. Et à partir du moment où il commence à se manifester, on va se rendre compte que tout ce qu'il nous dit, c'est infiniment plus intelligent que ce que peut nous proposer le mental. Et qu'est-ce qu'on va faire? Plus ça va, plus on va l'écouter, parce que c'est tellement plus intelligent qu'il n'y a pas photo, quoi, je veux dire. Et le mental, ça va devenir un vassal, si on peut dire, qui est utile pour faire certaines choses. Si on a quelque chose à faire avec l'ordinateur, si on a un calcul ou quoi que ce soit, ou une construction à faire, le mental, il va entrer en
en action, mais parce qu'on va lui demander, on va lui donner, on va lui dire, voilà, tu as ça à faire. Mais c'est tout. Il va être guidé, dirigé, et il n'aura plus à décider pour notre futur. Voilà. Il sera uniquement un outil ponctuel quand on en a besoin. Voilà. Quel programme? Ah bah, il y a de quoi s'amuser là. Donc pour les prétendants à devenir Auroviliens, l'idée c'est donc vraiment de suivre l'élan du cœur. C'est où ça parle pas. Oui, je pense que c'est plus sage. Et c'est vrai qu'on comprend mieux Auroville, c'est ce que tu disais aussi, que lorsqu'on est vraiment dedans, parce que de l'extérieur on ne peut que juger. Bah, c'est difficile de comprendre Auroville, parce que même quand on est déjà aurovillien, on découvre au fur et à mesure, hein, c'est, comme on disait tout à l'heure, plus on est dans la jungle, plus on écarte, plus on s'aperçoit plus il faut élaguer, plus... Voilà, c'est... Mais en tous les cas, ici, l'autre est donc considéré véritablement comme un guide vers la rencontre avec nous-mêmes. Si je peux dire, finalement, chaque humain est une cellule du même corps. On appartient tous au même corps, absolument. Et qu'il y a des cellules qui sont malades et des cellules qui sont en bonne santé. Et que ce qu'il faut arriver, c'est à rendre toutes les cellules en bonne santé, quoi. Et quand on a une cellule qui est en bonne santé, il faut aider celles qui sont moins bien à être mieux. Et le remède miracle, c'est l'amour. Voilà, c'est ce qui va permettre à une cellule de... Vous prenez n'importe quelle personne, même le pire des truands, si vous le regardez avec amour, vous l'embrassez avec amour, vous le changez instantanément. Voilà. Seulement, il faut oser le faire. Voilà. Faut oser le faire. Et le problème, c'est qu'on n'ose pas, parce que notre ego... Faut oser le faire, et puis je dirais que la première personne avec qui il s'agit de le faire, il s'agit d'oser le faire, c'est soi-même, non? Est-ce qu'on peut vraiment le faire avec les autres tant qu'on ne l'a pas fait de façon inconditionnelle avec soi-même? Bien sûr, ça c'est clair. D'accord. Super, et ben, je trouve que c'est une très très belle conclusion. Bon, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup Fabrice de m'avoir accordé ces quelques instants. Et puis au plaisir de nouvelles causeries, hein, puisque tu viendras de nous parler encore de ton projet. Oui. Et de toute façon, aujourd'hui, le projet, c'est ce qui m'est venu maintenant. Si ça se réalise, c'est bien, ça veut dire que ça doit être fait. Si ça ne se réalise pas, c'est bien aussi. Ça veut dire que j'ai autre chose à faire. Je ne suis absolument pas frustré. En fait, ce que tu veux dire par là, parce qu'on en a déjà un peu parlé, c'est que ton projet, je dirais, c'est toi qui en as eu la vision, mais ce que tu souhaites avant tout, c'est que ce soit un vrai projet collectif. Voilà, c'est pas pour Fabrice. Fabrice, à la limite, s'il n'existe plus sur le plan personne physique, c'est mieux, à la limite. Ce qui est intéressant, c'est que le projet aboutisse, parce que faut donner, c'est la force, l'énergie à ce projet pour qu'il aboutisse. C'est pas pour l'ego de Fabrice, parce que Fabrice, que ça marche ou ça marche pas, ça change rien. Donc, les coordonnées de Fabrice sont sous la vidéo, donc vous pouvez le contacter par mail. Voilà. Merci beaucoup Fabrice, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tout le monde.